Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Festival du Livre de Montsartou pour, je crois, le premier débat de ce festival. Nous avons un grand plaisir à vous accueillir en présentiel et maintenant on vit dans le monde distanciel. Donc, bienvenue à tous les internautes qui sont connectés. Et nous avons 1h15 de débat. Pardonnez-nous pour ce petit retard. On a eu un petit retard pour des petits problèmes techniques. Donc nous avons le plaisir d'aborder un sujet vaste, qui est l'alimentation et l'agriculture. Et à travers ce sujet, on va pouvoir réfléchir sur l'actualité. Alors je dis toujours, pour animer depuis longtemps, avoir la chance d'animer dans ce festival, que le festival nous apporte des informations actualisées de très grande qualité, qui nous permettent de réfléchir, et on réfléchira évidemment à travers ce débat. Ce qu'on essaiera de faire, et ce qu'on va tenter de faire à travers en tout cas toutes les animations que j'aurai, c'est d'essayer de trouver des perspectives positives et de voir si effectivement les choses peuvent avancer de manière collective, dans le bon sens, de manière plus vertueuse, parce que souvent on quitte la salle un petit peu déprimé aussi par les informations qu'on a sur notre monde. Pour participer à ce débat, nous avons la chance d'avoir 4 intervenants de qualité. En tout cas, nous l'espérons. Non, on n'en doute pas. On a avec nous Madame Corinne Royer. Alors, félicitations, puisque vous venez d'avoir le prix du roman du Festival du Livre de Montsartou. Bravo. Et c'est vrai que c'est un livre poignant. Donc, on le présentera, bien sûr, à cette occasion. À votre gauche, on a Monsieur Gilles Luneau, qui est un habitué du festival, journaliste et réalisateur, qui lui a écrit... Alors vous avez écrit Madame Pleine Terre, vous avez écrit d'autres livres, mais votre dernier livre, c'est Pleine Terre. Monsieur Luneau, c'est Steak Barbare, très joli titre. Voilà, on expliquera de quoi il s'agit. À ma gauche, est-ce que je le présente quand même? J'espère pas, mais je vais quand même le faire. Monsieur Gilles Pérolle, maire adjoint à la ville de Montsartou, qui s'investit sur le plan local comme sur le plan national et voire international sur les questions de transition au niveau de l'alimentation. Et Gilles, tu es délégué à l'alimentation, donc c'est intéressant, ce rôle que tu pourras nous expliquer aussi. Et puis à ta gauche, nous avons la chance d'avoir un chercheur, un scientifique, donc vous êtes chercheur émérite, directeur de recherche INSERM, émérite, Monsieur Denis Léron, et vous avez sorti un livre qui s'appelle « Manger sain et durable, de notre assiette à la planète ». Alors on va commencer avec Corinne Royer. La question que j'aimerais, mais finalement vous poser à tous, c'est par rapport au temps d'écriture que vous avez tous écrit, la réflexion que vous y avez mis, et vous particulièrement, donc l'histoire autour de cet agriculteur. Alors c'est terrible, c'est toujours un peu une situation qui, je pense, se pérennise. C'est ça toujours mon inquiétude, c'est que chaque année, j'ai l'impression qu'on n'avance pas beaucoup, mais un agriculteur qui aime son métier, qui a un rapport vraiment avec la terre qui est important, et qui va voir petit à petit tout son amour et toute sa passion se délitérer, si je puis dire, à travers un système qui ne l'encourage pas à pratiquer son métier dans ce sens-là. Donc j'allais dire, par rapport à ce temps-là, et puis bien sûr avec le petit truc qui s'est passé, le machin qui s'est passé depuis 2 ans, est-ce que vous le réécririez différemment? Est-ce que surtout vous pensez qu'il y a de bonnes notes qui pourraient penser qu'au niveau de l'agriculture, on avance un peu mieux dans la reconnaissance de ces agriculteurs-là? Oui, bonjour à tous, à toutes, à tous d'ailleurs, je crois qu'il faut dire dans ce sens-là. Je vais un peu plomber l'ambiance si je veux vraiment répondre à cette question, je suis désolée. Quand j'ai commencé à écrire ce texte, il y a à peu près 3 ans, les chiffres officiels de la MSA, de la Mutuelle Sociale Agricole, affichaient le chiffre d'un suicide par jour dans le milieu agricole en France. Lorsque le roman est sorti, Pleine Terre, il y a 1 mois à peu près, de nouveaux chiffres sont arrivés, toujours de la MSA, et donc aujourd'hui on est à 2 suicides par jour en France dans le milieu agricole. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est un peu difficile d'être optimiste. Alors le suicide n'est pas le sujet du livre. Vous avez peut-être vu le film Au nom de la terre qui aborde vraiment le problème de l'endettement et justement cette problématique du suicide. J'en parle évidemment dans le roman.
Mais j'ai vraiment voulu aborder la question de savoir, un agriculteur aujourd'hui qui ne se suscite pas, qu'est-ce qu'il fait disparaître? Voilà, c'est vraiment ça le thème du roman. Et donc c'est inspiré d'un fait divers tragique, effectivement, tragique et récent, puisque c'est un fait divers de 2017. Alors j'aime pas trop ce mot fait divers, je crois qu'on ferait mieux de dire fait de société. Et donc il s'agit d'un agriculteur de 36 ans qui a subi un harcèlement administratif sur sa ferme, c'est-à-dire des contrôles à répétition. Il est vraiment rentré dans le collimateur de l'administration. Et le dernier contrôle s'étant très mal passé, il a fini par quitter précipitamment sa ferme, ses bêtes, et se réfugier dans les bois avec les forces de l'ordre à ses trousses. Et cette cavale va durer 9 jours. Donc ça, ce sont les faits réels. Hein. Ces faits réels, c'était le matériau dont je disposais. Et à partir de là, j'ai fait œuvre de fiction, puisque moi-même, je vis entourée d'agriculteurs au milieu des champs et des fermes. Donc toutes ces paroles de paysans, et je tiens à ce mot, paysan, ça fait à peu près 4 ou 5 ans que je les récolte, que je me promène de ferme en ferme. Et j'ai vraiment créé un personnage, le personnage de Jacques Bonhomme. C'est vraiment comme si je les avais tous mis dans une boîte que j'avais secouée et qu'il en était ressorti ce personnage de fiction. Donc voilà, pour revenir sur la question, non, l'optimisme est difficile, même si dans ce texte, il y a aussi de la lumière. En tout cas, il y a des espérances qui sont malheureusement trop souvent confisquées, mais il y a des espérances. Et vous ne pensez pas qu'avec toute l'actualité sanitaire qu'on a vécue, il n'y a pas quand même une prise de conscience renforcée de changer un peu de modèle agricole un peu partout ? Alors oui, il y a beaucoup d'initiatives locales qu'il faudrait évidemment amplifier. C'est bien ça le problème. Mais je crois que tant que les politiques n'iront pas dans ce sens-là, c'est-à-dire ne prendront pas conscience que ce modèle productiviste, on est arrivé au bout, et que peut-être la seule modernité possible pour demain, c'est une contre-modernité, ce qui ne signifie pas de revenir à un système archaïque, hein, c'est pas ça, mais je crois qu'on est arrivé au bout de ce que le progrès pouvait proposer. Donc toutes ces initiatives, bien sûr, elles existent, mais il faudrait vraiment que les politiques les accompagnent et les encouragent. Or, aujourd'hui, si on prend la politique agricole commune, on en est toujours au fait que pour un hectare, un agriculteur traditionnel touche 2 fois plus de subventions qu'un agriculteur bio. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, un grand écart entre le discours qui dit oui, on a pris conscience, oui, il faut revenir à des choses plus raisonnables, et puis ces aides qui continuent de favoriser ce système productiviste. Donc ce grand écart-là, il faudra bien à un moment qu'il cesse, quoi. Gilles Huneau, vous connaissez bien sûr, la problématique de l'agriculture. Est-ce que vous avez des motifs sur le plan général un peu plus de positif pour cette transition agricole ? Et puis, quelque part, c'est un peu les mêmes questions qui se posent pour tous les secteurs. Comment se fait-il que ceux qui tiennent à ce que ça ne change pas et qui tiennent à ce que ce type de développement catastrophique soit maintenu continue à s'imposer. Enfin, à un moment donné, on se demande quand même pourquoi, alors qu'il y a de plus en plus de pression, de médiatisation sur cette transition, on n'a pas le sentiment que ça avance beaucoup. Pourquoi ? Wow. Écoutez, c'est pareil, je ne suis pas forcément porteur de bonnes nouvelles, mais bon, les médailles ont 2 faces. Si on reprend ce qui s'est passé depuis la pandémie, ça a le mérite. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont vraiment pris conscience que le contenu de l'assiette dépendait de l'agriculture. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu cette prise de conscience. C'est revenu, comme ça, dans l'imaginaire collectif, que finalement, on dépendait des paysans, ce qui était quand même assez éloigné ces 30 dernières années, et de plus en plus éloigné par l'artificialisation de la distribution, de la nourriture. On n'a qu'à voir ce qu'il y a dans les gondoles des supermarchés pour voir que le lien direct avec l'agriculture est quand même effacé par les méthodes de vente, le marketing, etc.
les produits transformés à foison, la dérive vers non plus la nourriture, mais vers la nutrition, ce qui est quand même, on y reviendra dans le débat. Donc la prise de conscience qu'il fallait quand même avoir une certaine sécurité alimentaire sur son propre territoire, ça c'est la leçon de la pandémie. La grande leçon, je la rappelle quand même, c'est qu'elle est liée à l'atteinte à la biodiversité générale sur la planète. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on n'a plus d'espace sauvage pour que la vie s'y développe, ça se répand dans les zones entre guillemets civilisées. Donc voilà, cette question de la part du sauvage qu'on a oubliée, c'est la première leçon de la pandémie. La deuxième, c'est donc qu'on dépend des agriculteurs pour manger. La troisième bonne nouvelle, c'est l'extraordinaire mobilisation des citoyens pour créer des circuits courts, non pas de la démerde individuelle et du marché noir, mais de créer collectivement, voilà des plateformes numériques qui ont été éphémères, mais je veux dire des circuits par amis, par se rappeler que c'est un paysan qui vient sur le marché. Moi j'ai fait un film pour France 3 en pleine pandémie qui s'appelle « Manger est un acte agricole », qui photographie comme ça toutes les initiatives par milliers, on peut dire, qui sont faites en France. Et c'est encore vrai maintenant, parce que c'est ça mon inquiétude. C'est que... Mais on va y revenir. Je veux juste faire le petit tour général, on y reviendra. Bien sûr qu'il y a une baisse de pression après et qu'on retourne pousser un caddie dans un supermarché, mais les circuits quand même, la majeure partie sont restés là. La question qui peut se poser, on y reviendra, c'est que c'est pas parce que c'est local que c'est bien et bon, quoi. Faut aussi voir les choses en face, parce que, et ça rejoint le débat général, la vie, elle est faite de pouvoir contre pouvoir, et dès l'instant que vous avez une avancée, une conquête comme ça, dans le bon sens d'une nourriture de proximité et de bonne qualité, pas forcément que bio, mais je veux dire, elle peut être de proximité et de bonne qualité, la réaction de ceux qui en font de la moins bonne, c'est d'aller sur ce marché-là. Et on a vu, et je ne fais pas procès aux chambres d'agriculture, mais on a vu un certain nombre de chambres d'agriculture faire des drives fermiers qui sortaient directement des fermes industrielles, des produits tout à fait, je veux dire qu'on ne voudrait pas dans son assiette, quoi, qu'on refuse même dans les cantines maintenant. Donc voilà. Je reste avec ce zoom arrière. Comment Corinne Royer évoquait la politique agricole commune. Je souscris totalement à son propos. La politique agricole commune, moi je la suis comme journaliste depuis 50 ans. Le grand tournant, ça a été 92. Je le rappelle parce que c'est toujours bien d'avoir les perspectives historiques. 92, on a quitté un système de subvention pour un autre, et celui qu'on a choisi, c'est pour se conformer aux recommandations, enfin même pour dire aux diktats de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc ça a été une rupture totale avec la production agricole. On subventionne à la surface, plus on est gros, plus on a d'argent. Et c'est un système, si vous voulez, autodestructeur des paysans. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, on mange le voisin, on a plus d'argent, on peut acheter plus, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il y a au bout ? Au bout, si vous voulez, ça sert à quoi ? Ça sert simplement, d'une part, à faire bosser de plus en plus le paysan. Il s'industrialise parce qu'il ne peut pas faire autrement s'il veut rester vivre au pays, parce que, en gros, il a son emprunt que s'il s'agrandit, s'il rentre dans des ateliers industriels, et ça ne sert qu'à enrichir la chaîne de transformation, industrie agroalimentaire et grande distribution à l'autre bout. Et je veux dire, s'il faut changer quelque chose, c'est ce type de filière industrielle qui évacue le lien direct qu'on a avec son territoire. Et la deuxième chose, qui évacue la plus-value, c'est-à-dire que le paysan, il n'y gagne rien, c'est de plus en plus difficile, et c'est une paupérisation, il faut produire plus pour gagner moins. Et au bout, si vous voulez, le consommateur, il a de la mauvaise qualité dans les gondoles. Voilà, en gros. Et aujourd'hui, et je finirai là, parce que ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'au niveau européen, la politique agricole, c'est un vestige du vieux monde, c'est-à-dire que vous avez une décision renforcée par la pandémie de la Commission européenne, on va dire, d'aller vers la transition climatique, écologique, avec des bonnes mesures, avec un budget énorme, et la seule partie qui en est exclue, c'est totalement schizophrène, c'est la politique agricole commune. C'est-à-dire, vous avez deux grandes initiatives, une qui s'appelle de la fourche à la fourchette, et une autre qui s'appelle
le contraire, Green Deal, et si vous voulez, toutes ces recommandations-là ne s'appliquent pas à la politique agricole commune. Et ça, c'est un coup politique qui a été fomenté, on peut dire, par les politiques qui obéissent au lobbying à Bruxelles de l'industrie agroalimentaire. Juste avant, on n'a jamais vu ça d'un point de vue démocratique, juste avant la fin de la dernière mandature, ils ont voté la PAC. Avec, je veux dire, ce prolongement d'un système qui ne tient plus debout. Ce qui fait que les nouveaux députés qui ont été élus, et en particulier avec quand même, je ne sais plus, pas loin de 15% d'écologistes, héritent de quelque chose qui a été voté, qui n'est pas du tout le mandat pour lequel on a voté les nouveaux députés. Vous voyez, c'est totalement antidémocratique. Et enfin, et ça je pense qu'on y reviendra, et on rejoint Steak Barbare, le lobby agroalimentaire, pour continuer, parce que le problème, il voit bien à la limite, c'est une bonne nouvelle, ils sont inquiets de la montée des circuits courts, ils sont inquiets de la prise de conscience, et elle est planétaire, sur la qualité de la nourriture. Je veux dire, aujourd'hui, a mis en route des soutiens financiers, hein, ils sont de l'ordre de 90 milliards, je lisais, c'est sorti il y a 2 jours, 95,5 milliards d'euros, mis par l'Europe sur l'innovation. Et c'est là, aujourd'hui, que toutes les industries agroalimentaires vont chercher de l'argent sans passer par le débat démocratique du Parlement européen pour vous faire des aliments de synthèse à partir de végétaux de synthèse ou à partir bientôt de viande in vitro, on pourra y revenir. Voilà. Et ça, c'est un vrai enjeu démocratique, c'est de ne pas laisser ces 95 milliards aller à l'artificialisation de la nourriture. Mon côté animateur est désespéré, mais je vais me tourner à ma gauche pour voir s'il y a un peu plus de positif. Denis Léron, vous êtes au centre de recherche même sur le plan international. Vous avez beaucoup travaillé sur la question du bio. Est-ce que là, il y a une évolution au niveau de la prise de conscience incontestable, mais au niveau des politiques, est-ce qu'il y a des modèles peut-être dans certains pays qui pourraient être repris par la France ? Oui, bonjour à tous et toutes. Disons qu'il y a 2 types d'informations dont on dispose. Moi, en tant que scientifique, j'ai accès effectivement à toutes les données scientifiques au niveau mondial. Et aussi, on a accès à tous les rapports, ceux de l'ONU, ceux de l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation de la FAO, du GIEC et d'autres. Donc, pour essayer de répondre à la question, la première chose, c'est que... alors, effectivement, il y a ce qui se passe concrètement. On pourra y revenir dans le débat. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. On vient de vivre dramatiquement les décisions françaises sur la nouvelle PAC. C'est catastrophique, mais ça continue à être catastrophique. Par contre, il y a une évolution très positive au niveau international. Je fais partie, moi, du système, du programme de l'ONU qui s'appelle Système alimentaire durable. En 2015, l'ONU a créé un nouveau grand programme mondial sur les systèmes alimentaires durables, suite à un certain nombre de rapports. C'est dire que quand même, à ce niveau-là, il y a une prise de conscience que continuer comme avant, c'est juste aller dans le mur et que c'est sans solution. Ce qui malheureusement, parce que c'est la pandémie de Covid-19, c'est une tragédie, mais malheureusement, ça va peut-être encore accélérer un peu cette prise de conscience au niveau mondial, puisqu'il y a quelques jours, on a eu connaissance du nouveau rapport annuel fait par la FAO et l'ONU sur la situation alimentaire mondiale. Et comme l'avait prévu l'ONU il y a 1 an, la pandémie de Covid est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on va à peu près augmenter de environ 1 demi-milliard d'habitants de la planète de mal nourris. On en était déjà à 900 millions sur la planète. Donc ça, c'est la situation mondiale de l'alimentation qui est toujours aussi déplorable, parce que malgré tous les beaux discours qu'on entend, malgré toutes les belles résolutions, la malnutrition, ça continue à être un fléau mondial. Et la pandémie qui vient d'arriver va faire en gros reculer de 15 ans tous les progrès qui avaient été faits avant. On en est là. Et je dirais que si on suit, je ne suis pas un expert du sujet, mais j'ai lu beaucoup depuis la pandémie, ça fait 30 ans qu'on sait que la perte de biodiversité, que les scientifiques savent, ont démontré que la perte de biodiversité va s'accompagner par de plus en plus d'épidémies. Ça s'appelle les maladies émergentes. On a déjà eu le sida, on a eu Zika, on a eu Ebola,
Et la liste n'est que pour les plus connus. Et puis enfin le Covid, et là ça a fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement ça a touché tout le monde et pas que les pauvres. Donc le sida avait déjà quand même marqué un peu les esprits, mais le lien avec la biodiversité n'avait pas vraiment été fait, en tout cas pas publiquement. Dans le cas du Covid, si on fait la somme, le tour de toutes les connaissances disponibles, et vous pouvez participer au débat cet après-midi avec Marie-Monique Robin qui a fait un livre entier là-dessus, qui s'appelle « La fabrique des pandémies » et qui démontre sur des bases scientifiques que c'est la perte de biodiversité qui a provoqué, comme les autres épidémies, celle du Covid-19. Le problème, c'est qu'on attend la prochaine. On n'est pas encore sorti du Covid-19, mais la prochaine, la question c'est où et quand. Mais tant qu'on va continuer à détruire la biodiversité, on va provoquer des épidémies. On le sait, c'est écrit noir sur blanc, les scientifiques en sont persuadés, et ça fait des décennies que c'est le cas. On en est là. D'autre part, par rapport à la qualité de l'alimentation, on a de plus en plus de données scientifiques, et nous conduisons en France la plus grande étude au monde sur les consommateurs d'aliments bio, parce qu'on a accès à une très très grande cohorte qui s'appelle la cohorte Nutrinet Santé. On a 170 000 adultes dans la base de données de notre cohorte, et on suit, ce suivi de cohorte, il a commencé en 2009. Donc on commence à avoir du recul. On a publié 22 articles scientifiques sur le travail qu'on fait avec la cohorte, et on a clairement démontré que si on compare les consommateurs réguliers bio, aujourd'hui en France, ce sont des gens qui ont en moyenne 60 à 70% de leur alimentation à base de produits bio. Si on les compare à ceux qui en gros mangent jamais bio, c'est-à-dire au mieux quelques pourcents d'aliments bio, et bien sûr en prenant en compte tous les autres facteurs qui peuvent jouer sur les résultats, on a montré que l'alimentation de ces consommateurs bio est beaucoup plus végétale, qu'elle respecte beaucoup plus les recommandations alimentaires et nutritionnelles, qu'elle apporte plus de nutriments, qu'elle réduit très significativement de moins 30 à moins 50% le risque de devenir obèse ou en surpoids, qu'elle réduit de 35% le risque d'avoir un diabète de type 2, qu'elle réduit de 31% le risque d'avoir un risque cardiovasculaire augmenté, qu'elle réduit en moyenne de 25% le risque d'avoir un cancer. C'est encore plus pour certains cancers, c'est moins 36% pour le cancer du sein chez la femme ménopausée, moins 36%, et c'est moins 80% pour les lymphomes totaux ou les lymphomes non-Hodgkin. Et en même temps, on a montré que ce type d'alimentation-là, à base végétale et à base bio, c'est le régime idéal par rapport à la planète, puisque ça réduit de 23% le besoin de terres agricoles pour produire l'alimentation des gens, ça réduit de 25% le besoin d'énergie pour produire cette alimentation, et finalement, ça réduit de 37% les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, à la production de l'alimentation. Vous savez que au niveau des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'agriculture, ça émet en gros 20% des gaz à effet de serre totaux. Et le système agroalimentaire complet, agriculture plus transformation, plus consommation, c'est 30%, le tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et c'est le cas aussi de la France, on a des chiffres. Donc vous voyez le panorama, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de données scientifiques. D'accord ? Ces travaux, ils sont publiés dans les plus grandes revues mondiales, dont Nature. On a fait des modélisations de si la population respectait les nouvelles recommandations françaises, effectivement, on n'aurait que des avantages. Le problème, c'est que ces nouvelles recommandations françaises qui ont été publiées en 2019, dans le cadre du Programme national nutrition santé, c'est le ministère de la Santé, n'ont jamais été communiquées dans le public, n'ont jamais été communiquées à la communauté médicale. Ces recommandations, elles disent quoi ? Des choses qui ne font pas plaisir au système agroalimentaire. Elles disent qu'il faut manger beaucoup plus de végétaux, des végétaux moins raffinés, de tous les groupes d'aliments, aussi bien les noix et les noisettes que les légumes secs. Il faut manger moins de viande, beaucoup moins de charcuterie, réduire les produits laitiers. Et dernière recommandation, pour tous les produits végétaux, parce que c'est les plus contaminés par les résidus de pesticides, il faut privilégier ceux qui sont produits en bio. C'est écrit dans le rapport officiel. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Sûrement pas, parce qu'à part les gens qui sont très près de ce qui se passe à ce niveau-là, personne n'en a entendu parler parce que le ministère n'a jamais voulu communiquer là-dessus. Et parce qu'ils ont été obligés de prendre en compte les recommandations du Haut Conseil de la santé publique
qu'il y ait une très haute instance du ministère de la Santé dont les recommandations doivent être prises en compte par le ministère. Mais du coup, il n'y a eu aucune communication derrière. Ça a été publié en janvier 2019. Hein. D'accord ? Voilà. J'ai essayé de répondre avec un peu des chiffres et des données scientifiques pour montrer que oui, on a les connaissances scientifiques, oui, on a toutes les données, il y a un consensus mondial qui reconnaît que ce n'est plus possible de continuer comme ça, que de toute façon on nourrissait déjà pas les gens, on est en train de mal les nourrir pour ceux qui arrivent à manger et on continue à augmenter le nombre de mal nourris. Qu'est-ce qui va bien, quoi ? Qu'est-ce qui va bien dans le système ? Et les agriculteurs, ça a été déjà évoqué, ils disparaissent progressivement dans les pays riches, mais c'est exactement pareil dans les pays pauvres. Parce qu'il n'y a pas de soutien à l'agriculture, il n'y a pas de soutien à l'alimentation, et que toutes les multinationales essaient de faire du bénéfice partout où elles peuvent le faire, et c'est encore plus facile dans les pays pauvres du tiers-monde qui ont des États très faibles, que bien sûr dans des continents comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, où malgré ça, les lobbies ont un pouvoir très fort. Donc ce n'est pas la science qui détermine les choix politiques aujourd'hui, et on le voit malheureusement, on l'a encore vu très récemment, je dirais que le pouvoir est aux citoyens. C'est-à-dire que malgré les travaux des scientifiques, que ce soit sur la biodiversité et les pandémies, que ce soit sur l'alimentation, ce n'est pas les scientifiques tout seuls qui vont pouvoir changer la face des choses. Par contre, les citoyens qui sont aussi des votants, eux, ils ont vraiment le pouvoir de changer les choses. Et disons qu'il faut qu'on s'y mette tous, auteurs, scientifiques ou pas, pour arriver à changer rapidement la situation. Voilà. Il y a de l'espoir. Alors, il reste plus que Gilles maintenant. Alors, ce que je voudrais peut-être. On n'a pas préparé du tout ce débat, donc pardon pour vous poser des questions qui peuvent être un petit peu parfois compliquées. Quelle serait ta vision du changement ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait produire ? Parce que j'ai reçu il y a 15 ans, je pense que c'était il y a 15 ans, dans un débat différent du festival, Pierre Ménéton, je me rappelle, qui avait sorti un rapport sur trop de sel dans notre alimentation, qui a été enfoui dans les placards immédiatement, et d'ailleurs il a été attaqué par le lobby du sel ensuite, et on a l'impression que c'est toujours la même chose qui se répète. Ce sont les lobbies qui bien sûr gagnent, c'est pas une impression hein, d'ailleurs, ce sont toujours les lobbies qui s'imposent. Quelle serait la bonne, pour toi, qu'est-ce que tu attendrais pour qu'il y ait une véritable révolution et que la politique du bon sens s'impose dans ce domaine-là? C'est assez simple en fait. Hein. C'est écouter effectivement ce que nous disent les scientifiques et le mettre en œuvre. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire sur Montsartou, c'est-à-dire que quand en 98 il y a eu l'épisode de la vache folle, du jour au lendemain, on est passé au bœuf bio à Montsartou, dans les cantines. Quand on a mis en œuvre le plan national nutrition santé, à l'époque, il n'était pas si ambitieux, Denis, et on a dit on va retravailler l'équilibre nutritionnel de la manière de nourrir les enfants, mais on va aller plus loin, on va aller sur la qualité alimentaire, c'est-à-dire la qualité des produits qui servent à respecter l'équilibre alimentaire. Et en fait, toute la politique publique de l'alimentation que construit Montsartou depuis 1998 n'est qu'une mise en œuvre par des élus locaux d'éléments scientifiques qui nous ont été partagés ou qu'Andreas Kiri avait rencontré dans le cadre de ses missions parlementaires ou des éléments qu'on entend dans le cadre de ce festival. Et pour moi, mis à part qu'effectivement, si on enlève le poids des lobbies et tout, pour moi, les élus ne sont pas assez connectés avec le monde de la recherche ou ne veulent pas connecter leur politique qu'ils mettent en œuvre avec le monde de la recherche. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire donc c'est qu'une idée, une volonté politique de mettre en œuvre des politiques qui prennent en compte les grands enjeux. Et ça va jusque... Et je pense qu'une des particularités de Montsartou, c'est de produire elle-même les légumes qu'elle sert aux enfants des cantines. En devenant elle-même agricultrice, la ville, elle a pris une très forte connaissance des enjeux de l'agriculture, des problématiques de l'agriculture.
Et notamment une chose dont on n'a pas parlé, parce qu'il y a encore eu peu de temps, mais ça viendra bien sur le sujet, c'est la juste rémunération des agriculteurs. Parce que c'est toute la problématique des suicides et tout, c'est parce que les gens n'arrivent pas à vivre de leur métier. Et en fait, nos agriculteurs salariés de la commune, comme les autres salariés de la commune, sont sur les grilles indiciaires des collectivités publiques locales. Et donc, alors je ne dis pas que c'est merveilleux, vous connaissez l'État, le blocage du point d'indice, le niveau de rémunération des fonctionnaires, qu'ils soient locaux ou nationaux, mais ils ont une rémunération bien meilleure que la plupart des agriculteurs. Et sécurisé. Tout à fait. Et surtout, sécurisé à double titre. C'est-à-dire qu'ils ont la sécurité du salaire, mais ils ont aussi la sécurité de ne pas porter l'aléa seul. C'est la ville qui porte l'aléa de production. Donc c'est une assurance merveilleuse, quoi, pour eux. Et ce modèle, alors je ne dis pas qu'il faut revenir au kolkhoz, qu'il faut tout remettre en public et tout, et il faut qu'il y ait des agriculteurs autonomes, mais ça fait comprendre comment on peut mener des politiques. Et nous, ça nous a amené à prendre conscience que sur notre territoire, dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur plus largement, l'agriculture n'avait plus sa place depuis longtemps. L'autonomie du département en alimentation, c'est 2%. Et cette incapacité de pouvoir nourrir sa population avec des productions locales, c'est une responsabilité des élus, c'est une responsabilité des plans locaux d'urbanisme notamment. Et nous, quand on a pris cette conscience en voyant qu'on ne pouvait pas nourrir correctement, acheter des aliments pour nourrir correctement les enfants des cantines, en 2012, on a triplé les surfaces classées agricoles sur la commune. On est à nouveau en révision PLU, on va essayer de les augmenter encore, mais c'est loin d'être suffisant. Il y a beaucoup d'autres dossiers à travailler en politique, et c'est là où l'État aurait sa place pour le soutien des politiques publiques locales. C'est-à-dire que dans notre région, même si on classe des terres agricoles, il y a une grosse rétention foncière, parce qu'il y a toujours un espoir qu'un jour, elles redeviennent constructibles et que la plus-value de la spéculation foncière puisse se mettre en œuvre. Et pour ça, Montsartou a une proposition. On va passer dans les solutions. C'est sur le modèle du fonds Barnier qui indemnise... c'est l'anniversaire de la tempête Alex aujourd'hui et on est complètement dans l'actualité, qui indemnise les gens qui ont perdu leur maison ou qui doivent détruire leur maison. Le fonds Barnier permet de les indemniser à hauteur de la valeur de leur maison. Le maire de Montsartou a proposé, et on cherche des députés pour soutenir cette proposition, qu'on augmente un petit peu les droits de mutation dans les zones où le foncier agricole est tendu, et que ça constitue un fonds pour que la puissance publique, les collectivités territoriales, puissent racheter les terres agricoles à prix bonifié pour les mettre directement à disposition des agriculteurs. Et il restera un deuxième problème à lever, c'est où loger ces agriculteurs dans nos régions où le salaire est bien supérieur à ce que vont gagner ces agriculteurs. Et nous, on est en train de travailler sur un projet de hameau agricole qui ferait de l'habitat locatif aidé à peu cher pour qu'ils puissent venir s'installer. Parce que tous les porteurs de projets que l'on rencontre, quand ils font l'étude économique de la viabilité de leur exploitation, à un moment, on leur dit « Mais vous avez pensé vous loger ?» Parce que s'ils arrivent de notre région, ils n'ont pas conscience du coût de logement chez nous. Et non. Et donc, ils repartent. Et c'est dramatique. Donc, à nous, élus, à prendre nos responsabilités, à redonner la terre aux agriculteurs, à leur permettre de loger. Et restera un troisième pilier pour que ça fonctionne, c'est la juste rémunération. Et donc, c'est les modes de distribution de la production. Moi, la plus grande catastrophe que j'ai entendue il y a quelques années, c'est quand Carrefour a dit qu'il voulait être le premier distributeur du bio. C'est-à-dire qu'il voulait réappliquer à la production, à l'agriculture biologique, le modèle qui avait mis à mal
l'agriculture conventionnelle. Parce que moi, je ne fais pas haro je fais pas de l'agribashing. Les agriculteurs qui produisent avec la chimie actuellement, ils font ce qu'on leur a dit de faire pendant des années. Donc il ne faut surtout pas les culpabiliser, il faut les aider à transformer leur agriculture vers une agriculture plus vertueuse. Donc, et je ne suis pas très optimiste sur la suite du Covid. On devait changer le monde au premier confinement. Cette volonté, elle est très largement oubliée. Et actuellement, en France, et on le vérifie à Montsartou, tous les commerces qui vendent en circuit court, en circuit de proximité, en agriculture biologique, sont en difficulté. La clientèle qui, à un moment, s'est tournée vers eux, c'est à force des confinements, des couvre-feux, sont de plus en plus passés sur de la commande par clic sur Internet et rendre très difficile la viabilité de ces commerces. Il y en a plusieurs concernés sur Montsartou. Donc voilà, les solutions, on les a. Nous, on est un petit laboratoire où on en teste quelques-unes. Maintenant, il faut un effet multiplicateur. Et c'est l'enjeu, et c'est pour ça aussi qu'on partage tout ça. Je voudrais, Corinne Royer, vous puissiez réagir par rapport à tous vos propos maintenant. Et puis, bien sûr, on passera aux questions du public après. Corinne Royer. Oui, vous évoquiez tout à l'heure la question de la malnutrition. Il y a une chose qui me paraît aussi importante, c'est qu'il n'y a pas que la notion de l'offre, c'est-à-dire faut-il encore que les gens soient capables et aient un revenu suffisant pour pouvoir se nourrir correctement et avoir accès, et on le sait bien, que le bio est plus cher encore aujourd'hui, ce qui limite effectivement pour le consommateur l'accès au bio. J'ai lu dans un article la semaine dernière que, je ne sais plus dans quelle région de France, justement il y a une surproduction de la bio, et donc on a décidé comme ça brutalement que ces agriculteurs qui avaient quand même fait la démarche de quitter l'agriculture traditionnelle pour passer à l'agriculture bio, on allait désormais leur acheter une partie de leur lait bio au prix du lait conventionnel. C'est complètement hallucinant, c'est-à-dire que à partir de là, effectivement, ça encourage assez peu ce type d'initiative. Et puis l'autre chose qui me paraît importante, c'est que quand on parle d'agriculture, bien sûr, on parle de l'alimentation et de ce qu'il y a dans nos assiettes, mais je crois que le temps du repas est vrai, et puis le temps de l'échange autour de la nourriture est vraiment un moment de cohésion sociale. Si on imagine qu'on prend 2 repas par jour et qu'on vit jusqu'à 70 ans, c'est un acte social qu'on va reproduire 50 000 fois dans sa vie. Donc effectivement, il y a l'éloignement, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui cette déconnexion entre la production et le consommateur. Alors cette déconnexion, elle est évidemment liée au fait que la nourriture qu'on consomme, elle vient de plus en plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la déconnexion géographique, il y a aussi la déconnexion économique, on ne sait même plus ce que valent les choses. Il y a tellement d'intermédiaires qu'on ne sait même plus quelle est la part qui revient au producteur. Et tout ça crée un immense anonymat en réalité. C'est-à-dire quand on va sur les marchés, moi comme ça se fait dans mon petit village, on achète directement à celui qui produit. Et donc il sait qu'on va revenir le dimanche prochain sur le marché, et s'il nous a vendu un truc dégueulasse, il sait que ça ne va pas très bien se passer. Donc aujourd'hui on est comme dans beaucoup de domaines dans la vie, sous le couvert de cet anonymat, puisqu'on ne sait plus ce qu'il y a dans nos assiettes, on ne sait plus qui l'a produit, qui l'a fabriqué. Donc il y a vraiment, je crois qu'il faut vraiment reconnecter la production et la consommation. Ça, c'est vraiment l'intérêt justement des circuits courts. Et puis si on aime, quand je venais dans le train, il y avait une petite fille qui m'a énormément émue, qui avait 7-8 ans, et qui regardait les paysages, la campagne par les vitres du train, et puis qui tout d'un coup se retourne vers sa maman et lui dit « Mais maman, pourquoi dans ces prés, il n'y a pas d'animaux? Pourquoi c'est vide? Elles sont où les chèvres? Elles sont où les vaches ?»
Imaginons un monde de demain où nos campagnes seraient comme ça. Mais c'est terrible. Enfin, moi, c'est quelque chose que je n'ose même pas imaginer. Et je parlais de cohésion sociale. Moi, dans mon petit village, effectivement, le moment des foins, il y a plein de périodes dans l'année où ça génère de l'entraide, où même les urbains viennent donner un coup de main quand il faut rentrer le foin et que l'orage menace. Et on finit tous par manger ensemble du saucisson et par partager un verre de rouge. Toute cette cohésion sociale, s'il n'y a plus d'agriculteurs, elle va disparaître. Et c'est tragique, parce que c'est notre enracinement. C'est aussi ce plaisir qu'on a pour les gens qui ne sont pas de la campagne à retourner, parce qu'on a tous des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont été agriculteurs. Donc c'est vraiment une déconnexion avec notre histoire. C'est un patrimoine. Il faut vraiment le voir comme ça aussi. Et envisager un monde sans agriculteurs, c'est quelque chose de tragique. Et je voudrais simplement revenir sur quand vous évoquiez tout à l'heure le fait que les agriculteurs gagnent peu d'argent. C'est vrai qu'il y a cette problématique-là, cette problématique du revenu, elle est réelle. Mais je connais beaucoup d'agriculteurs qui vivaient plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y avait une ferme assez diversifiée, qui avait des petits revenus, mais bon, ils avaient un potager, ils avaient des lapins, ils avaient des poules. Ils étaient heureux. Et ce qu'on leur impose aujourd'hui avec ce schéma productiviste, c'est quelque chose dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Il y a une perte de sens. Il faut vraiment parler de cette perte de sens. On leur dit de devenir des chefs d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire pour un paysan chef d'exploitation? Et donc ces petits, moi j'en connais un notamment, pas très loin de chez moi, qui était vraiment, c'est un couple avec 2 enfants, ils étaient plutôt heureux, sa femme avait un travail en dehors de la ferme. Et les agents de l'administration sont venus, l'ont expliqué qu'il fallait s'agrandir, qu'il fallait investir, et ça a été tragique, parce qu'il a fait des investissements, il s'est endetté, et là il est rentré dans cette spirale infernale. Je ne sais pas si vous avez vu aussi le documentaire qui a été tourné en Auvergne, qui s'appelle Cyril, 30 ans, des vaches, du beurre, des dettes. C'est l'histoire d'un agriculteur qui a repris la ferme de ses parents. Tout va plutôt bien pour lui, petitement, mais bien, il est heureux, il aime ce qu'il fait, etc. Il a une trentaine de bêtes qui sont au pâturage, qui ne sont pas donc enfermées avec du tourteau de soja comme alimentation. Et puis un jour, on lui dit que il ne produit pas assez de lait, donc on ne viendra plus chercher son lait. Oui, on ne va pas faire passer le camion de lait juste pour quelques litres, ça ne vaut pas le coup, quoi. Donc il est un peu désespéré. On lui dit que la seule solution, c'est de s'agrandir, donc d'avoir plus de vaches pour produire plus de lait. C'est toujours la même logique. Et qu'est-ce qu'il fait, cet agriculteur? Il décide d'aller sur les marchés pour vendre, pour faire du beurre. Il fait du beurre avec son lait. Et là, on vient encore lui expliquer que non, on ne fait pas comme ça. Qu'il y a des normes, que pour faire son beurre, il faut respecter ces normes. Et finalement, cette ferme qui allait bien, elle s'arrête et elle n'est pas reprise. Voilà. Et on perpétue ça, et c'est terrible, c'est tragique. J'ai vu l'eau. Oui. Je me demandais, j'ai tellement de choses à revenir. Je trouve d'abord que ce que vous faites à Mons, c'est vraiment un laboratoire des plus intéressants et dans le temps, quoi. Je veux dire que il y a beaucoup de politiques qui devraient s'en inspirer. Et je vais juste contribuer en ajoutant 2 choses. D'une part, ce que vous faites participe de la territorialisation de l'agriculture, et le mot est en train d'être galvaudé et tout le monde emploie le terme de territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par rapport à ce que je disais de logique de filière, qui est un outil d'industrialisation de l'agriculture depuis les années 70, c'est-à-dire d'évacuer la géographie physique et humaine, au lieu d'avoir des paysans qui, sur un territoire, nourrissent ce territoire. Quand je dis respecter la géographie, ça veut dire on ne vit pas de la même manière, on ne cultive pas les mêmes choses dans une vallée, sur un plateau, dans une zone de montagne, sur une plaine céréalière, etc. Et que, je veux dire, on a oublié, on a effacé dans le souci politique le fait de réfléchir les ressources d'un territoire et la population qui doit nourrir. C'est totalement déconnecté, on va dire, depuis les années 80, à peu près. Ça date même d'avant
la mondialisation par les accords de libre-échange des années 90. C'est-à-dire que vraiment, je crois que de mémoire, je peux me tromper, s'il y a d'histoire dans la salle, ils me reprendront. Je crois que le dernier qui avait une politique du plan en tête, c'était Rocard dans le gouvernement Mitterrand. On a abandonné ça, alors que on peut remonter à Sully sur l'importance politique de nourrir sa population. Donc la territorialisation, c'est un vrai levier politique. Ça veut dire ce que je disais, que chaque collectivité politique réfléchisse à j'ai besoin de tant de litres de lait, tant de viande, tant de pâtes alimentaires, tant de ce que vous voulez, de blé pour le pain, pour ma population, où je me nourris actuellement. Et vous allez voir que les zones d'approvisionnement aujourd'hui, elles s'agrandissent de plus en plus, elles sont quelquefois internationales, et on a, le degré d'autonomie des villes en France aujourd'hui, c'est 2 jours. 2 jours d'autonomie alimentaire. Il faut bien avoir ça en tête, parce que là, on parle, je pense que, je sais pas, Corinne, vous le racontiez, moi je suis breton, je vis à la campagne, on est des privilégiés extraordinaires, on a tous nos réseaux de paysans. Je veux dire, quand vous habitez en ville, quand vous êtes depuis 3 générations nés en ville, vous n'avez plus de grands-pères ruraux. Je veux dire, on a quand même en France une population maintenant extrêmement citadine, et je veux dire qui ne sait plus ce que c'est qu'un produit sorti de la ferme brute. Je vais vous donner un exemple, je pourrais presque ici faire le test, c'est-à-dire lever la main ceux qui savent encore attraper, tuer et plumer un poulet ou vider un lapin. Je veux dire, il y a combien de mains qui se lèvent? Voilà, oui, ben voilà, on n'est pas beaucoup. Bon, c'est net ça, vous voyez. Bon, je reste sur la territorialisation. Territorialiser, ça veut dire aussi, ça provoque un émoi. On va vous montrer. Le territorialiser, ça veut dire reconsidérer les filières. J'ai l'habitude d'un peu de dire, de manière provocatrice, il faut casser les filières, ce qui hérisse mes amis agriculteurs, mais dans le sens où il y a une vraie complémentarité des métiers entre. Il faut bien qu'il y ait de la transformation pour que du blé dur devienne des pâtes alimentaires. Donc il ne s'agit pas de nier la complémentarité des métiers de la chaîne agroalimentaire. Territorialiser, ça veut dire qu'il faut mettre les usines au bout des champs. J'en discutais avec le patron de Léa Nature, il s'efforce de faire ça dans leur production biologique, leur transformation. Ils mettent les usines au plus près des champs dont viennent leur production bio. Ça veut dire que c'est d'une part, c'est des emplois locaux, c'est un partage de la valeur à l'échelle de la région considérée. La plus-value ne barre pas sur les produits financiers des multinationales, parce que de fait c'est ça aujourd'hui, et l'agriculteur dont vous parliez, je suis certain qu'il ne sait pas qui boit son lait, quoi. Je veux dire... Et alors, je ne plaide pas pour l'autarcie, la question elle n'est pas là. Mais une fois qu'on a réglé cette question de la sécurité alimentaire de sa région, on peut se permettre en effet d'échanger les compléments, on va dire du translocalisme si on veut faire un mot barbare. Voilà. C'est vraiment important, je pense que c'est un vrai levier politique. Et très concrètement, en ce moment, vous avez le gouvernement actuel qui retire une partie de l'argent de la PAC qui était donné aux régions pour justement favoriser tout ce qui allait dans la transition écologique, pour que ça soit recentralisé, je veux dire, aux mains de la FNSEA, en gros, pour le faire très court, quoi. Voilà, ça c'était vraiment la chose la plus importante. Je voulais dire aussi, simplement, non, mais si on est un peu dans les solutions et les leviers, le débat actuel sur la PAC, il ne faut pas s'en désintéresser, ça va être voté dans le mois qui vient, interpeller vos députés européens, quoi. Voilà. C'est ce que M. Beauvais me disait il y a 10 ans, donc je suis toujours inquiet parce que c'est toujours le même résultat. Mais bon, Monsieur Léron, est-ce que vraiment, je vais poser une question très classique, mais il y a de plus en plus de monde sur la planète, alors les réponses qui sont faites, c'est il faut bien les nourrir, et c'est certainement pas avec le bio qu'on va nourrir les 9 milliards et 10 milliards de personnes qui sont attendues sur la planète. Alors est-ce que c'est vrai ? Je vais répondre, mais avant je voudrais juste faire un petit commentaire sur l'aspect financier. Parce que c'est aussi quelque chose qui revient sans arrêt, le prix du bio et compagnie. C'est vrai qu'il y a un surcoût à l'achat, pour plein de raisons. Des problèmes de volume, des problèmes de circuit, des problèmes
Mais si on a tué les agriculteurs en France et qu'on continue à les tuer, et qu'ils se suicident, c'est parce qu'on ne leur paye pas l'alimentation au prix où on devrait la payer, en tout cas pas suffisamment. Donc il faut savoir ce qu'on veut en tant que consommateur, si on veut qu'il y ait encore des producteurs français qui produisent notre alimentation localement, ou si on veut acheter ce qui vient en gros de l'extérieur de nos frontières. C'est un choix en tant que consommateur, en tant que citoyen. On ne peut pas éluder la question. Ou on veut des agriculteurs et il faut payer l'alimentation au prix où on doit la payer, c'est-à-dire qui permet aux agriculteurs de vivre de leur travail. Si on ne veut pas ça, ok, on peut choisir, mais qu'on ne vienne pas après s'étonner qu'effectivement, le jour où il va y avoir un problème et qu'on a 3 jours d'alimentation disponible en réserve sur le territoire, vous aurez peut-être vous battre devant les portes de supermarchés pour vous nourrir. Hein. Non mais on en est là, d'accord ? Face à l'opulence apparente de l'alimentation parce qu'il y a des supermarchés, on est dans une situation d'extrême fragilité alimentaire. D'accord ? C'est quelques jours d'autonomie. C'est ça la réalité. Il suffit qu'il y ait une grève des transporteurs routiers, c'est déjà arrivé en France. Hein. On a vu les rayons de supermarchés se vider en quelques jours. Donc, premier point. Alors, attendez. Dites-moi oui, surtout, dites-moi oui. Mais sur l'aspect financier, parce que c'est quelque chose de très important pour tout le monde. C'est que ce prix d'achat qu'on paye en tant que consommateur, ce n'est qu'une toute petite partie du prix réel de notre alimentation qu'on paye en tant que citoyen. On le sait depuis longtemps. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière, il est dans mon ordinateur, de la fondation Rockefeller aux États-Unis. Ce n'est pas franchement un repère d'écologistes, la fondation Rockefeller aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils viennent de faire un rapport qui s'appelle « Quel est le vrai coût de l'alimentation ?» Alors, c'est les États-Unis, mais vous allez voir qu'on n'est quand même pas très loin. Qu'est-ce qu'il dit le rapport ? Très brièvement. Il dit que le coût d'achat, en gros, ce qu'on paye en tant que consommateur, c'est un tiers du vrai coût qu'on paye en tant que citoyen. Et c'est très sous-estimé parce que j'ai commencé à lire le rapport en détail, il y a plein d'aspects qui ne sont pas pris en compte. Donc c'est sûrement le quart plutôt que le tiers. Et pourquoi ? Parce que le coût de l'alimentation en matière de frais de santé qu'on paye au final en tant que citoyen, on paye des cotisations sociales, d'accord ? On paye des impôts. C'est presque autant, c'est 90% du coût d'achat qu'on paye en tant que consommateur quand on achète à manger. Et le coût pour la biodiversité et l'environnement, c'est autant que le prix qu'on paye lorsqu'on achète. Donc ça fait 3 fois plus, au moins, mais à mon avis c'est 4 fois plus, d'accord, que ce qu'on paye en tant que consommateur. Donc il faut réaliser ça. Alors effectivement, de toute façon on paye. Et il faut que les États fassent en sorte que les citoyens puissent payer. Surtout, je dirais, les 10% de la société qui ont des revenus très très faibles. Et ce n'est pas la responsabilité de tous les citoyens, ça. C'est la responsabilité des États. Mais vous voyez la situation, on ne peut pas simplement se contenter de dire quand on va acheter de l'alimentation, c'est trop cher. C'est 5%, nous on l'a calculé dans notre étude, dans une de nos études, c'est 5% du revenu en plus qui est consacré à l'alimentation par les consommateurs très réguliers de produits bio. 5%. Pour 90% de la population, c'est un choix de mettre 5% là au lieu de les mettre ailleurs. D'accord ? Effectivement, pour les 10% qui ont des revenus trop faibles, ce n'est pas un problème de choix, c'est un problème mais ce n'est pas que pour l'alimentation. Ce sont des gens qui sont très défavorisés et l'État doit être là pour les aider. Est-ce que vous pouvez prendre 30 secondes Donc je réponds à la dernière question sur la production. Là aussi, c'est un faux débat. La première question, c'est est-ce que le système alimentaire actuel mondial, il permet de nourrir la population mondiale ? Tout le monde sait que non. Donc remettons les choses à plat. Le système actuel est incapable de nourrir la population mondiale. Alors lorsqu'on a dit ça, on a déjà fait un pas. Deuxièmement, est-ce que la bio pourrait nourrir ? La dernière revue mondiale faite par des scientifiques, elle a été publiée en 2014. Ils ont pris en compte toutes les données sur les rendements disponibles dans le monde entier, production bio comparée à production pas bio. Le résultat, c'est qu'avec les meilleures techniques de bio, on a 8% de moins de rendement. Actuellement, alors qu'il n'y a eu quasiment aucune recherche financée par les États sur les méthodes pour développer l'agriculture biologique. Moins 8%. Et c'est surtout dans les pays riches, où l'agriculture est extrêmement productive et extrêmement intensive, qu'on a un différentiel de rendement. Dans les pays pauvres, c'est les techniques d'agroécologie qui ont les meilleurs rendements. Pourquoi ? Parce que les paysans pauvres, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des machines, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des engrais chimiques, et ils n'ont pas les moyens de s'acheter des pesticides chimiques.
Donc ils font de l'agroécologie beaucoup par nécessité et par défaut. Et ils ont des meilleurs rendements qu'en agriculture conventionnelle. Nous, on l'a vu dans le Sahel. D'accord? Voilà. Donc oui. Et si en plus les États décident enfin de financer la recherche pour développer l'agroécologie, il n'y a aucun problème de rentabilité et de production. Aucune. Je pensais que c'était les politiques qui étaient bavards, mais finalement les chercheurs aussi, quand même. Merci, non, mais merci, c'est très important. C'est ça. J'ai une eau rapidement. Ouais. Je vais être rapide. Un rappel historique sur Rockefeller, sur la fondation Rockefeller. C'est eux qui ont lancé et financé la Révolution verte, d'abord au Mexique et en Inde, avec, je cite de mémoire le rapport, mécanisation, chimie, pour faire rentrer les paysans du monde dans le marché. Et c'est le début du système qui nous a amenés dans le mur dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà, exactement. Ça a commencé même au sortir de la guerre au Mexique. Ils ont dealé l'intervention américaine, les avions mexicains dans le Pacifique contre du blé modifié. Oui, pas génétiquement, mais on va dire très hybridé. Et comme j'ai oublié son nom, il avait un prix Nobel avec ça, l'agronome. Voilà. Donc, le prix, c'est très important. Je veux simplement, et je suis très très court, dès l'instant qu'on touche au prix, d'abord, c'est évident. Enfin, je veux dire, quel est le métier qu'on sous-paye, quoi, et qu'on paye les gens à perte, c'est quand même impensable. C'est le cas avec l'agriculture. Donc les paysans, ils réclament des prix, pas des subventions. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de système à l'hectare, il y a du système des prix justes pour des choses produites correctement, en gros, pour faire très très court. Mais il faut ajouter un petit mais, dès l'instant qu'on va là-dessus, qu'on abandonne ce système-là, qui a servi simplement, on va dire, à nourrir la croissance, il faut penser à une sorte de sécurité sociale alimentaire pour que tout le monde puisse accéder. Parce que la responsabilité politique, c'est que tout le monde mange, d'accord ? Dès l'instant qu'on a des prix à leur juste prix, on sait, vu le système, on va dire, dans lequel on est, il y a des gens qui vont être éliminés de l'accès à la nourriture. Donc, il faut prévoir en même temps, et ça, c'est un chantier à ouvrir. Il y a des gens qui ont commencé à réfléchir là-dessus, sur quelle pourrait être une sécurité sociale alimentaire. Voilà, c'était les deux points que Gilles. Je vais faire très court. Je voulais juste rebondir effectivement sur le coût du bio. C'est-à-dire que dans l'absolu, effectivement, en moyenne, c'est à peu près 30% plus cher quand on achète bio. Mais si on change son équilibre nutritionnel, si on se remet à cuisiner, il y a aussi des moyens de maîtriser et de manger bio avec le même budget. On l'a fait à la cantine de Montsartou. On est 100% bio, sans surcoût. On fait à Montsartou des défis famille alimentation positive où on accompagne pendant 6 mois les familles à changer leurs pratiques alimentaires. Et en fait, au final, c'est plus 25% de bio local et à peu près moins 10 centimes par personne, par repas. Donc, il faut simplement changer son alimentation. Et le coût, c'est une excuse qui est, en restauration collective, souvent mise en avant par les élus, qui est une fausse excuse, et on peut dire que c'est la même chose au niveau des foyers. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on voit tous... On a beaucoup parlé du bio, l'intérêt pour la santé, l'intérêt pour l'environnement. J'ai lu rapidement un article cette semaine qui relatait une étude sur les différents labels en agriculture. Et on sait que le HVE monte beaucoup en ce moment. Et c'est une vraie catastrophe. Haute valeur environnementale, c'est superbe. Celui qui a trouvé le terme, il est excellent. Simplement, c'est rien. Il n'y a rien derrière. Au niveau des cahiers des charges, il n'y a rien. Au niveau de l'impact sur la biodiversité, sur le climat, sur la qualité, les terres vivantes, il n'y a rien. Donc, ne nous laissons pas berner non plus par l'apparition de nouveaux labels. On a longtemps parlé d'agriculture raisonnée, ça qui n'a jamais été défini. Ça devient la haute valeur environnementale et c'est très très loin de l'agriculture biologique. Et même si l'agriculture biologique peut encore progresser, parce qu'il y a aussi des choses à faire évoluer positivement en agriculture biologique, c'est un label qui est bien au-dessus des autres et c'est le minimum à viser et ne tombons pas dans le piège de la com et du marketing de certains labels qui y arrivent. Et notamment en restauration collective, comme on ne sait pas aller aux 50% de la loi Egalim, le HVE va venir combler. Et même on a droit jusqu'en 2027 ou 2029, je ne sais plus, au HVE2 qui est encore moins que rien.
Si vous voulez bien, si vous avez des questions, on prendrait bien 2-3 questions d'affilée, alors courtes s'il vous plaît. Hein. Il ne s'agit pas de prendre la parole pendant 5 minutes, parce qu'on ne les a pas, mais 2-3 questions, on les prend très courtes. Merci, monsieur. Le micro arrive. Hein. Merci beaucoup. Je pense que dans le coût, il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné, c'est qu'il suffit de manger un steak de bœuf de moins de temps en temps, et vous allez compenser pas mal le surcoût du bio. Je pense que ça, c'est important. C'est pas sur ça que je voudrais réagir. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à la mobilité, et j'ai beaucoup apprécié les chiffres sur la réduction de quelqu'un qui mange bio. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire en fait avec la mobilité, notamment pendant les confinements, on a voulu refaire le monde, on s'est dit on va se déplacer autrement, et puis aujourd'hui, on voit qu'en fait, c'est toujours pareil. Quand on fait du vélo, on a à peu près les mêmes chiffres sur moins 40 à moins 50% de risque d'avoir un diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, etc., etc. Et ce que je vois aujourd'hui, la question que je me pose, c'est le cliché du bobo écolo à vélo, qui est dans une certaine presse un peu mis en avant. En fait, il est bénéfique à la société, puisqu'on le voit par rapport à tous ces bénéfices. Comment on peut faire pour que ces comportements vertueux ils soient plus diffusés dans la société, parce que les familles à alimentation positive, on voit que c'est quand même un cercle assez restreint de gens qui sont déjà intéressés. Et ce n'est pas forcément la majorité. Comment on fait pour agrandir ce cercle pour avoir des comportements vertueux? Une autre question? Monsieur? Heureusement qu'il y a des messieurs. Ici, oui. De l'autre côté. C'est toujours comme ça. Pour le micro, il faut toujours courir. Oui, ma question était, d'abord merci pour tous vos propos éclairants et vos informations éclairantes. Ma question c'est, vous ne parlez jamais de la pêche, et il me semble que les paysans de la mer devraient être mentionnés dans vos propos. Merci. Surtout à Montsartou, c'est une grande ville de pêche. Mais vous avez raison, monsieur. Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui, encore un monsieur. Désolé, mesdames, mais là, il faut faire quelque chose. Hein. Oui, ma question s'adresse à Gilles. Et d'ailleurs, merci pour tout ce que tu fais avec ton équipe pour Montsartou. Tu as mentionné qu'il n'y a pas assez de connexion entre les élus et la recherche et les scientifiques. Est-ce que tu pourras en dire un peu plus? Pourquoi? Quels sont les freins? Alors, je récapitule, messieurs, dames, qui veut répondre? Diffusion des comportements vertueux, cette dissémination, cette contagion, le côté pêche, effectivement, surpêche, et puis aussi gestion raisonnée de la pêche, et puis la relation peut-être élu-recherche. Gilles? Moi, je voulais répondre sur 2-3 points. La pêche, je jouerai mon joker, parce que juste dire que la pêche, c'est faire manger du poisson. Savoir quel poisson faire manger à la cantine, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je vous ai pas beaucoup avancé, mais c'est une vraie problématique. Sur la première question, les comportements vertueux, alors juste une petite rectification, le défi famille alimentation positive, certes, il y a des gens qui viennent de manière volontaire, mais on intègre toujours, on essaye d'intégrer toujours des familles plus éloignées, que ce soit par l'association des habitants des logements sociaux, que ce soit par un foyer de travailleurs adultes handicapés, que ce soit par l'épicerie sociale. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne viennent pas naturellement et qu'il faut aller chercher, et on a cette vigilance. Et je répondrai un peu plus longuement sur la troisième section, la troisième question, c'est-à-dire que je dis pas que les élus ne lisent pas des articles ou des rapports de scientifiques. Je dis qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent pas mettre en cohérence, ou ne veulent pas mettre en cohérence, hein, parce qu'il y a aussi, quand on sait qu'après arrivent les lobbies, ben c'est aussi une question de volonté politique, c'est-à-dire que c'est accepter d'entendre le risque, et de mettre en œuvre dans la politique publique le principe de précaution. C'est ce qu'on a fait sur l'alimentation à Montsartou, et c'est la volonté. Et
mais aussi dans la manière de mener les projets. Nous, on partage beaucoup la manière de gérer notre projet alimentaire. Nous, on travaille avec beaucoup de scientifiques. Denis, c'est un scientifique qui nous accompagne depuis des années et il nous a beaucoup apporté. Il y a François Collard-du-Tilleul sur le droit de l'alimentation qui nous a beaucoup apporté. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il a deux sujets extrêmement importants. C'est comment on construit et comment on définit sa souveraineté alimentaire. C'est passionnant. Et l'autre, c'est l'exception alimentaire. Comment on ferait sortir l'alimentation de l'Organisation mondiale du commerce pour la passer à l'Organisation des Nations unies, comme l'éducation, comme la santé. Et ça serait déjà un changement de paradigme énorme. Donc voilà, et tous ces scientifiques, alors évidemment, si François Collard-du-Tilleul dit à Montsartou, il a une certaine écoute, s'il le dit au Parlement européen, il n'aura pas l'écoute de tous les parlementaires. Et c'est là où le vote, effectivement, après, il faut voter pour les élus qui mettront en charge ça. Mais ça, c'est de manière générale. Mais dans la mise en œuvre de projets, faire des comités de pilotage, travailler ces projets avec des scientifiques qui viennent aussi nous titiller sur la manière dont on met les choses en place, de dire, mais attention... et notamment, notre exemple de François Collard-du-Tilleul, quand on travaille, nous, l'épicerie sociale, il nous dit, mais est-ce que c'est la bonne solution, l'épicerie sociale? Est-ce que c'est pas plutôt la sécurité sociale de l'alimentation qu'évoquait Gilles Luneau? Et du coup, tout ça, ça chemine, et nous, notre job, après, par notre connaissance du fonctionnement des collectivités et les compétences qu'on a pour mettre en œuvre, on essaye de construire ça. Et ce n'est pas uniquement lire un rapport, c'est travailler presque au quotidien, j'allais dire, avec des scientifiques qui nous aident et puis à prendre un peu de hauteur, parce que c'est vrai que le risque d'un élu local, c'est d'être toujours dans régler le problème immédiat. Voilà, il y a chaque citoyen de la ville a toujours un problème à faire régler à un élu. Mais on ne peut pas faire, il faut le faire, mais il faut faire aussi, prendre un peu de la hauteur et faire avoir une vision et construire des projets à moyen, court et long terme. Et ça, les scientifiques doivent être au plus près des territoires et travailler avec eux pour que ça soit le plus efficient possible. Denis Léron. Sur le problème du poisson. Sur le poisson et les produits de la mer, aujourd'hui, c'est une impasse totale. Comme l'a dit Gilles, en pratique, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que sur le plan nutritionnel, toutes les recommandations disent qu'il faudrait manger plus de poissons et de fruits de mer, parce qu'en particulier, c'est une des principales sources et de vitamine D et d'acides gras, les lipides oméga 3, qui sont extrêmement importants pour la santé et dont on est en majorité déficitaire. Donc il y a un enjeu nutritionnel très fort. Il y a deux raisons pour lesquelles on ne peut pas en fait recommander de manger plus de poissons. La première, c'est que les océans sont déjà à 30%, il y a 30% des stocks qui ont été épuisés et que pour le reste, ça ne va pas très fort. Donc on ne peut pas raisonnablement recommander d'augmenter la consommation de poissons, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient d'élevage, puisque pour faire des poissons d'élevage, pour les nourrir, on prend des poissons naturels. Donc le cercle est vicieux, il n'y a pas de solution. Sur les coquillages, éventuellement, ça pourrait aller un peu mieux, mais c'est quand même pas suffisamment important. Et le deuxième argument, c'est un argument de santé. En France, aujourd'hui, la recommandation pour les femmes en âge de procréer, donc qui pourraient être enceintes, c'est de ne manger qu'une part de poisson par semaine. Parce que beaucoup de poissons pêchés sont très riches en métaux lourds, pour ne pas dire de pesticides, et que donc c'est tout à fait déconseillé pour des femmes qui vont peut-être être enceintes demain. Donc pour ces deux raisons-là, on ne peut pas logiquement recommander une forte augmentation de la consommation de poissons, alors qu'elle serait nécessaire sur le plan nutritionnel. Et pour le moment, personne n'a de solution, quoi. Voilà. Je rajouter juste un mot sur le poisson. Un mot ? Oui, je rajoute juste une donnée sur le poisson qui est du même ordre que ce qui arrive sur l'agriculture, c'est-à-dire le changement climatique fait voyager les populations, mais avec des décoordonnations chronologiques, c'est-à-dire qu'ils perdent les planctons qui les nourrissent, qui partent, qui disparaissent, et on a aujourd'hui une grande inconnue sur ce que vont devenir en fait les populations de poissons
qu'on pêche habituellement, parce que on l'a déjà vu avec le cabillaud, il y a eu la surpêche, mais il y a eu aussi surtout la disparition du plancton avec lequel il se nourrit. Hein, voilà. Ma volonté était vraiment d'être positif, mais je n'y suis pas arrivé, je suis vraiment désolé. Mais il y a de quoi, hein, franchement, vous avez remarqué. On va conclure, alors je tiens à dire, parce que je voudrais qu'on termine avec les paroles de Corinne Royer, qui va nous lire un témoignage d'un agriculteur. Je n'aurai rien à rajouter, parce que je pense que ça suffira. Les dédicaces, alors je ne me suis pas renseigné, mais pour sortir, je pense que c'est la sortie à droite, au fond à gauche. Voilà, d'accord, vous suivez les flèches pour les dédicaces. Et merci pour tous pour votre attention et bon appétit. Et on termine avec Corinne pour la conclusion. Oui, lorsque j'ai écrit ce texte, ce roman, Pleine Terre, j'ai évidemment travaillé avec beaucoup d'agriculteurs, enfin récolté leurs paroles. Et il y a d'ailleurs à la fin du roman un remerciement d'un agriculteur affilié à la Confédération paysanne qui a relu le texte avant qu'il soit édité et validé. Et cet agriculteur, apprenant que je venais à ce festival hier, m'a envoyé un petit mot hier soir. Et donc je vous le lis, c'est pas très long. Si je devais, par ta personne, faire passer un message à ceux qui seront là, c'est que nous avons cruellement besoin de nouveaux paysans, issus forcément de la société civile, la courbe de natalité agricole étant ce qu'elle est. Nous sommes les premiers soldats de la protection des espaces dont nous sommes gestionnaires. Avec nos réseaux, nous luttons contre la prédation du modèle agricole dominant. Nous y mettons toutes nos forces et tout notre courage, toutes nos tripes, afin que ce modèle productiviste ne nous phagocyte pas et que demeure une chance de savoir ce qu'est la campagne pour les générations futures. Nous pensons la transmission de notre lieu. Nous accueillons de jeunes stagiaires auxquels nous faisons partager notre mode de vie. Car avant d'être un métier, il s'agit bien d'un mode de vie avec une relation différente au temps, à l'argent, au travail, et qui est un formidable épanouissement malgré les difficultés. Nous continuerons de lutter pour que l'agriculture machinisée et chimique cesse de ronger les sols et de tuer les hommes. Nous lutterons contre l'administration, contre la politique agricole commune. Et comme tu le dis si bien dans Pleine Terre, pour cela, nous avons besoin de frères nombreux, de frères de terre.